التراث الثقافي والابتكار، ومن خلاله سيتطرق السادة الأساتذة بتثمين التقاليد المحلية والحفاظ على التراث الثقافي الغير المادي وكذلك تعزيزه. بالنسبة للمحور الرابع والأخير يتعلق بالعمارة الترابية وإدارة المياه، الذي هذه الندوات ستقام ببومندات، والذي سيتطرق فيه الأساتذة حول التراث المعماري وسبل الحفاظ عليه وتنميته، وكذلك إدارة المياه وسبل الحفاظ على المجالات الواحية من مخاطر التغيرات المناخية. في الختام نشكر جميع الحضور والمتدخلين على مشاركتهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه الندوات العلمية. نتمنى أن تفتح هذه الندوات آفاق جديدة للعمل والابتكار من خلال النهوض بالتراب إقليم تنغير، ونأمل كذلك أن تكون خارطة طريق مفيدة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بإقليم تنغير. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير لهذا البلد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci beaucoup, C. Smelali. Donc, comme déjà dit, je livre la parole à notre cher professeur et enseignant, C. Azwaoui, pour la thématique marketing et management des territoires. Quelle tendance et quelle pratique? Merci, Monsieur le Président. Je constate que la salle est pleine de personnes qui maîtrisent le français. Donc, si vous me permettez, je peux m'exprimer en langue de Molière. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers amis du comité scientifique, de m'avoir donné l'occasion de donner cette conférence devant vous. Je l'ai intitulée « Marketing et management des territoires ». Tendances et pratiques, c'est-à-dire que je vais me concentrer sur les tendances et les pratiques, pas obligatoirement pour Tinrir, mais de manière générale au niveau international, pour qu'on puisse ensemble s'y inspirer pour pouvoir peut-être mettre en pratique quelque chose qui pourrait servir le développement de la province de Tinrir en particulier, de Ratafilalt de manière générale. Alors, qui peut me répondre? Où suis-je? Les gorges de Vietnam. Non. Maniglia. Maniglia. Les Iqlim. Non. Les gorges, les premières gorges, c'est les gorges de Meguern. La deuxième, effectivement, c'est l'oasis, c'est le paradis d'Aïtaritan. Le troisième, c'est Tiranimin. C'est là, je sais bien que vous allez la reconnaître. Ouais, c'est les mariages collectifs d'Al-Nif. La question révèle bien que le potentiel, que la raison d'être de ce colloque, il est fondé. Nous-mêmes, on ne connaît pas notre territoire. Et comment peut-on le faire connaître si on ne le connaît pas et si on ne le maîtrise pas? La dernière image, c'est une question du patrimoine culturel, et je crois que le patrimoine... Il n'y a pas la culture et le patrimoine naturel, tous les deux, ils sont, je dirais, ensemble, et ils transcendent et ils passent un petit peu par tout le territoire. Alors, marketing et management des territoires, ce n'est pas de la communication. Non, ce n'est pas de la communication. Moi, je vous dirais que c'est une manière de penser, Allah yarhamou Patrick Noisette, c'est une manière de penser qui consiste à réfléchir, décider et agir pour la création de valeur pour les citoyens. C'est-à-dire que normalement, le citoyen, je ne veux pas dire le client, mais pour le citoyen, on a toutes les cibles du territoire, pour que je sois précis. Et lorsque je dis toutes les cibles du territoire, ça peut être des résidents, ça peut être des touristes, ça peut être des investisseurs aussi. Pourquoi le marketing territorial? La première chose, on cherche à faire connaître la province de
Tinrir, je crois, il date de 2009. 2009, c'est très récent. Ce qui fait qu'il était attaché à Ouarzazate et on parlait beaucoup de Ouarzazate que des périphéries. Aujourd'hui, il est devenu une capitale d'une province et pourtant, je crois que sa notoriété, lorsque je dis notoriété, c'est-à-dire la connaissance. Deux, développer une image positive. Et vouloir développer une image positive, c'est anti-Mchertol. C'est le contraire de Mchertol, la condition. Sauf si Mchertol est positif. Troisième objectif du marketing et management des territoires, c'est de développer l'attractivité, le jadibia. Mais lorsqu'on est dans le domaine, on se pose des questions. Attirer qui? On veut développer le tourisme à Tinrir. Mais quel type de tourisme? Quel type de touristes? Est-ce que les touristes qu'on reçoit correspondent exactement à la cible qu'on cherche, là qu'on vise? Je ne suis pas très sûr. Contribuer aussi à la bonne gouvernance. Si vous l'avez remarqué, la réussite de ce forum, il dépend beaucoup de la qualité de la coordination de l'ensemble des acteurs. On a beaucoup d'acteurs. Nous avons le conseil provincial du tourisme, nous avons l'Onzoua, nous avons la province, nous avons la préfecture, nous avons énormément d'acteurs. Si il n'y a pas une bonne coordination entre ces différents acteurs, il n'y aurait pas de bons résultats et de bon impact. D'où la nécessité de la bonne gouvernance. Je vais me limiter à ce dernier. Les 4 premiers objectifs ne sont pas des objectifs en soi. On ne cherche pas à développer l'image positive pour le plaisir de développer l'image. Mais l'image, on a démontré scientifiquement qu'il y a une corrélation positive entre le développement de l'image positive, de l'attractivité et le développement. Donc l'objectif ultime, c'est le développement. Alors, je vais traiter rapidement 5 tendances, tout en sachant qu'à chaque tendance, il peut être traité à part entière. La première tendance, au niveau mondial, c'est des stratégies d'attractivité intégrées, partagées et transversales. Mundamija, mutaqasama wa aradaniya. Lorsqu'on dit une approche intégrée, on entend par ça au moins 4 éléments, ou la 4 approches. La première, c'est l'approche territoriale. C'est fini la gestion par le haut. On commence à parler du management par le bas. C'est donc c'est eux qui connaissent et elles qui connaissent mieux leurs besoins et par voie de conséquence, tout devrait venir normalement du territoire. Approche multisectorielle, c'est vrai qu'au Maroc, on a beaucoup réussi en termes de verticalité, c'est-à-dire que chaque ministère a un plan, une stratégie de développement. Et aujourd'hui, je crois que l'enjeu est celui plutôt de travailler horizontalement. C'est-à-dire que chaque ministère ou chaque acteur est peut-être très intelligent individuellement. Je crois que l'intelligence collective est devenue un enjeu majeur aujourd'hui. L'approche stratégique, parce que ça vise généralement le développement, c'est une action qui se fait sur le long terme, et une approche fondée sur la coordination des acteurs, et je dirais même sur la qualité de la coordination. En parlant de la tendance des approches partagées, là vous avez deux illustrations. Celle de gauche plutôt, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation. L'ubérisation, j'ai dit Uber. Les intermédiaires. بغيتي في الترونسبور ما تتصلش ما تمشيش تاخذ طاكسي في البلاصه اللي كاينين الطاكسيات وشادين النوبه لا كتقلب في لابليكاسيون كتلقاه كتعيط عليه كيجي كيديك وماشي غير في هذه حتى لي بوين اللي كتشوفوا ليه سي دي بوين qui démontrent que le monde entier est prêt à partager le chez soi هذوك سي لو نومبر ديال لي Airbnb اللي كاينين في العالم كامل
والAirbnB كتدخل معاه en contact directement, tu loues à Reims ou là à Bali et tu es logé, hébergé sans problème et parfois même sans avoir de contact humain. C'est-à-dire que les gens ont tendance à vouloir partager dans le cadre de l'économie collaborative. Une autre illustration de cette valeur du partage qui commence à monter, c'est à Sydney, même au niveau des manuels scolaires, on commence à enseigner aux enfants ou d'inculquer plutôt les valeurs du partage. حنا كاينين البلايص في بزاف ديال المدن كتلقى شي دي تريونغل كيسد على الباركينغ ما يوقفليش حتى واحد هنا وكيبقى داك الباركينغ خاوي نهار كامل ما كيستغلو حتى شي واحد باش فاش غيجي مع العشرة د الليل يلقاه خاوي. C'est un manque à gagner énorme. Chez nous, le partage au niveau mondial, mais chez nous, je vais essayer d'aller entre ce qui se passe au niveau mondial et chez nous. Moi, je dirais que le partage, c'est nous. Tiwizi, chez nous. J'ai sélectionné quelques images qui démontrent bien que cette économie collaborative, ce sens du partage, cette valeur du partage, il est inculqué dans nos valeurs. دادي تدون كسنا خشا دونار دير الدورة افنا نتا اللي غنغور نغير لنا يديوسان وغول ندير لنا غلا وغولات ساي اللي غنادولاني دادي تغليا فاغدات نفغ ديالنا غتوري ديس نقيمي يشقو الحال. On construit le route ensemble en collaboration. Ernzuzur ensemble. On a construit les routes ensemble. Donc, la question du partage, Aoud, même dans nos chansons, c'est-à-dire, si tu m'aides pas, je t'aiderai pas. Donc on doit travailler ensemble de telle sorte à... Mais l'intelligence collective, comme j'ai dit, ça nécessite énormément du travail. C'est la raison pour laquelle j'ai dit une fois, individuellement, très intelligent. On a beaucoup de travail à faire. Individuellement, rien à dire. Collectivement, on a encore du travail pour qu'on puisse travailler ensemble. Peut-être que il n'y a pas de troupeau de lions. Il n'a pas totalement tort. La deuxième tendance, donc la première, c'est les stratégies intégrées, partagées et stratégiques. La deuxième, c'est la priorité aux stratégies, aux approches endogènes. Il est exogène et il est endogène. Endogène, c'est-à-dire des approches et des stratégies, des actions qui viennent du territoire lui-même. C'est pour cela, on a déjà ça. الناس وردا يشرزدات خسي زيار ندات ولكن ما سي حلا وراسي نيه الغمان لان هي الغمان هي شرزن اشلنت هذا غير ربي دي زيارنا دورا غيدي الغمان. Les entreprises, donc lorsque je dis les approches endogènes, la première partie sur laquelle on se concentre pour le développement, c'est essentiellement les entreprises. Ça, c'est le résultat d'une étude qui a été faite essentiellement à la ville de Bordeaux. Et c'est les expressions des entreprises, les motifs pourquoi elles aiment bien contribuer au développement du territoire. Mais est-ce que les citoyens ne peuvent pas contribuer? Si. Énormément de villes, un peu partout dans le monde, ils ont des ambassadeurs. Ou c'est des badges les ambassadeurs. Un ambassadeur d'un territoire, une personne qui peut le représenter. Mais pour choisir, mettre en pratique cette approche du choix des ambassadeurs d'un territoire, ça nécessite aussi énormément du temps et du professionnalisme. Donc généralement, il opte à la construction, il essaye de parler et de promouvoir le territoire auprès de l'ensemble des cibles de ce territoire. Est-ce que Tienrir a besoin d'ambassadeurs? Je me porte volontaire pour soutenir l'approche et la construction de ce processus pour avoir des ambassadeurs. Chaque territoire a besoin d'ambassadeurs. Est-ce qu'il s'agirait obligatoirement des personnes originaires de la région?
pas obligatoirement. Toute personne qui pourrait aider est la bienvenue. La condition importante du choix des ambassadeurs, c'est qu'ils sont des bénévoles. Donc, on est les citoyens, si on n'a pas une approche participative, ça serait difficile aussi que les citoyens s'impliquent et soutiennent les stratégies mises en place au niveau du territoire. Ça, c'est un exemple. Chez l'association Fiachi Benat Fkazat, le Haut Atlas, ils ont constaté العيالات ديال داك الدوار كيجيبوا الماء على 5 كيلومتر. Ils se sont dit haram, ces femmes ils souffrent parce que la source d'eau بعيدة وبالتالي خصنا نديروا شي un projet de telle sorte à. هبطوا لكازا صاوبوا la fiche technique, ils ont mobilisé les fonds, ils se sont rendus au village et ils ont construit une fontaine. مزيان. 5 jours après, destruction du projet. Tout le monde était furieux, c'est normal. Mais après, il y a un jeune entrepreneur de ce village qui est à Casa. Il s'est porté volontaire et il a reconstruit la fontaine. Quelques jours après, il a été aussi saboté. Mais cette fois-ci, on a su qui l'a fait. Mais c'est sérieux. تيوتمين انك هايتي رزانا شويه نغ الوقت يمنا يغورس انت تيني باش هادو انت تفغ انت داك من تمن رسوال شويه فغ انت دارت. Tout ce que tu fais avec moi c'est pour moi et tout ce que tu fais sans moi c'est contre moi. La construction, la participation des citoyens, si vous vous rappelez la construction, la conception de la marque Oui Casablanca, une fois la marque a été lancée, sur les réseaux sociaux, il y avait énormément de débats et de refus et de rejet de cette marque. Je dis bien sur les réseaux. Et lorsque j'ai analysé la situation, il s'est avéré qu'un cabinet a fait une démarche professionnelle avec l'ensemble des acteurs et ils ont constitué cette marque-là. Ana Kangoul, parfois, les marques où j'ai contribué, des modèles, 2 ou 3 choix, on les lance pour la population, pour qu'ils choisissent la marque qu'ils veulent. Lorsque tu lances la marque à la population pour qu'ils choisissent la marque ou le design qu'ils aimeraient bien avoir, 1, ils sont au courant, 2, ils participent, 3, ils décident. Le pourcentage du refus qu'inzel par la suite. Il y a même ce que j'ai qualifié des étudiants citoyens. Les étudiants citoyens, c'est des étudiants, enfin, c'est mes étudiants, qui ont élaboré des stratégies de commercialisation en ligne et des produits terroirs pour des coopératives qui sont un peu partout dans le Maroc. Et c'est un exemple, c'est-à-dire que les citoyens, ils peuvent contribuer à la construction. C'est leur conception. Nous avons réussi à faire 2 collaborations. La première est avec Spamimosa, qui a connu un succès majeur en mettant en valeur nos produits dans leur offre luxueuse. La deuxième collaboration est avec South Market, qui expose fièrement nos produits Rosa aux côtés d'autres coopératives.
Ils ont mis en place même, je vous demande de les applaudir, eux. Merci. Ils ont fait le déplacement pour la conception, ils ont trouvé des collaborations pour la rose de Qalaïs, Mgounaf, des spas, des boutiques à Kinitra, ça fait plaisir. La troisième tendance, c'est Ahmed, c'est l'apparition ou l'émergence de l'identité de la culture dans les stratégies marketing. Alors là, je vais être bref. L'identité, c'est un facteur qui nous permet de se distinguer. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. On ne peut être que nous-mêmes. Et lorsqu'on est nous-mêmes, ça nous permet de se différencier par rapport aux autres. Et lorsque tu sais ce que tu as de différent par rapport aux autres, tu peux te baser sur pour mettre en place une stratégie et avoir des avantages concurrentiels. Des exemples à l'international. Bali, en Indonésie, ils ont tout construit sur expérience spirituelle et authentique. إلا مشيتي لبالي غتعيش une expérience spirituelle où le territoire كله تبنى على هاد لا فاريابل. جوج في الفيتنام دراغون بريدج فيل بورتوير صوبوا توت ان دراغون. في الصين هذاك البراد راه كله راه معرض هذاك البراد كله سي موسم ديال معرض ديال لو تي. في بورتو صوبوا 70 ايكون وكل ايكون كتعاود لك اون هيستوار ديال بورتو. غير يسوفي انك تكليكي عليها كتعطيك اوتوماتيكمون l'histoire ديال ولا كتعطيك une facette de l'histoire ou de la culture ديال Porto. Au Maroc aussi. Mais la ville que j'aime à ce niveau-là, c'est Chefchaouen. Chefchaouen, où un patrimoine culturel, où l'histoire rencontre la modernité dans un tableau de bleu et de lumière. Voilà une يتحلني في ديال الصحة. Le monument historique de Chefchaouen, la musique Jajoka, puis les arts décoratifs. Pour la troisième variable, c'est la marque territoriale, la marque l'Alama. À l'instar de ce que font les entreprises privées, ils ont des produits avec des marques. La même chose pour les territoires, ils ont leurs marques. Un peu partout dans le monde, c'est devenu une pratique courante, même chez nous. Que ce soit pour les villes, que ce soit pour les régions, que ce soit pour des signatures, même pour un certain nombre de territoires, mais nous aussi, on a notre marque, Yama Fatima. Ça, c'est la marque de la région de Dratafilat. Tlaïk Cinéma, les Kasbah, là l'oasis, là le soleil et là le sable. Mais je me pose une question avant de la poser à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette marque? La marque, c'est un outil qui sert pour porter le projet et les valeurs du territoire. Donc, c'est un outil qui nous permet de véhiculer tout ce que nous avons construit au niveau de la stratégie. Tinrir, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé un truc simple. Tinrir, mon amour. Et ça, c'est une conception des Marocains du monde. Les recommandations, les recommandations tout au long de la présentation. Est-ce qu'on a besoin d'une marque pour Tinrir? Si les acteurs sont d'accord, bénévolement, encore une fois, je me porte volontaire pour encadrer et accompagner ce projet. La quatrième tendance, nous avons une rencontre les 5 et 6 juin à Reims en France. C'est une rencontre des chercheurs et des experts au niveau mondial du marketing et management des territoires. On présente un petit peu toutes les expériences qui se font tout au long de l'année. Et la thématique de cette année, effectivement, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Le secteur du tourisme, si vous voulez aller à une destination aujourd'hui, l'Internet, il est incontournable. Les réservations, les avis, kulchi. Même plus loin, des fois, tu ne rencontres pas des êtres humains.
tu as des objets connectés, tu as des robots avec lesquels tu fais toutes les démarches. Au Maroc, Casa, transport, une application pour les transports, une application pour la surveillance. La majorité des villes qui ont mis en place des applications, c'est d'abord pour la surveillance. Le souci sécuritaire est très important, mais il n'est pas suffisant. D'ailleurs, Tangemed d'Arutahuma des applications, fait sécurité des citoyens, surtout la Médina, l'ancienne Médina, où c'est un patrimoine extraordinaire. Si un touriste est agressé là-bas, il y aurait un problème pour tout le tourisme de la ville. بالنسبة Casablanca, d'abord il y a des outils à travers lesquels tu pourrais avoir toute l'histoire de la mosquée, tous les éléments de la mosquée, toute l'information de la mosquée. Tu n'as pas besoin d'un guide pour avoir besoin d'un faux guide. Marrakech, Soudan ils sont allés même jusqu'à tout ce qui est promotion de tourisme, les réservations, les activités, les hôtels et ainsi de suite. Mais ils sont allés vers des capteurs pour la surveillance de la qualité de l'air même. Fès aussi, surtout comme je viens de le dire, pour la Médina. La dernière tendance, parce qu'il me reste que 5 petites minutes, c'est le storytelling. C'est quoi? Si vous vous rappelez, le Covid, tout le monde se dit, les gens, le mot qui est sorti le plus, le cadre touristique ou la vie tout entière, c'est le sens. Tout un chacun cherche à donner le sens à sa vie. Et donc, là, le storytelling, c'est une manière de donner du sens à un territoire, mais par la construction d'un récit mobilisateur. Une stratégie de communication, mais qui est construite autour d'un mythe. هذه سامح ربي الوقت اللي راني غاسل موسم نيميل شيل وردان زنزاتي شيراتين يا الوقت je me suis dit si le موسم 10 000 شيل n'a pas cet aspect mythique et légendaire, il serait un souk comme les autres. Ce n'est pas parce qu'il y a une légende qu'on est ce qu'on raconte de nous. Non, la légende, elle permet de porter. Donc, le storytelling est du lindri. On a eu le tremblement du House. Et ça a été raconté d'une manière extraordinaire et on l'a rendu positif et tout le monde parle du Maroc comme étant un pays de solidarité. علاش المغرب هادو كلهم سي دي زيستوار كنعاودوا دي زيستوار على ان تيريتوار بور فالوريزي بور بروموفوار علاش المغرب غتلقاو تما علاش المغرب كاينه كافاي واخا ولاية تعجب بزاف لان راه ديال مرزوقه مراكش راه ديال دونك si Marrakech a décidé et a mis en place Merzouga à Marrakech, c'est parce que peut-être nous, on n'a pas pu valoriser comme il se doit ce territoire. Encore dans le cadre des histoires, أحيدوس صورة المخدع أحيدوس إمازيغي أحيدوس زرينا خديد لجد النخل المتابع التابع هو ديال النخل ديال الخلعة هو ديال أحيدوس على السن قيمة وحيدوس مكايدة أحيدوس يخص على زوج حتى الناس وريس الفرار أحيدوس كان يتبرز هو ديال الناس لجد النخل. C'est une histoire autour d'Ahidous. Lorsqu'il te raconte ça, tu ne peux pas raccrocher. On retient les gens à travers des récits pour pouvoir... Et ça, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié aussi parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Et sûrement, vous l'avez déjà rencontré. C'est pour ça que je le mets au cœur pour obtenir la couleur. On vous dit chez vous de venir. La couleur bleue, ça me donne le contraste de l'homme.
Et deux lycéens sont avec un seul petit bâton, et quand ce petit bâton essaie de passer une petite à l'inspiration. Et le chargement, ça se fait un fil à côté de l'autre. Ce qui demande la vision et la précision. Heureusement que les carottes sont pas chères au Maroc. On y mange beaucoup. Et lorsque c'est fini chargé, ça passe une deuxième pour deux, comme ça l'arche en sortant, de plus en plus à l'ampleur du sac. Lorsque c'est poli avec notre rectangle, l'arche ça s'emplace, ça pénètre définitivement dans le verre et ça devient lisse et blanc. On a une troisième pompe de charbon dans le transmet dans un bain vide pour obtenir la couleur noire. Comme ça, le verre ne se crée pas en haut. Et c'est normal, avec le temps, la France, ça ternit, ça devient un peu comme ça. Regardez comment le fait. Au plus avant, et l'indacier, le temps project, tout le monde regarde. Ça prouve que la France ne part pas et le noir ne part pas. Même si on le met à l'extérieur de la maison, on va le faire, c'est quand même. Regardez. 10 secondes. Des gens comme ça, spontanés, qui racontent l'histoire d'un patrimoine culturel, c'est extraordinaire. Par contre, lorsque tu le fais de manière très officielle et très carrée et formalisée, ça accroche pas. Conclusion, je vais le faire avec une nouvelle tendance aussi, c'est le flagship. Le flagship, c'est une manière de créer une vitrine pour un magasin. Et là, on l'a transposé dans les territoires et on se dit, pourquoi ne pas créer des vitrines pour le territoire? Exemple, c'est la gare de Liège, c'est une des très belles gares au niveau mondial de point de vue architectural, mais ce qui compte pour moi en termes de marketing et management des territoires, c'est qu'ils ont mis la marque en bas là, Liège Together, c'est la marque de Liège, et ils mettent là Liège Together pour que tous les gens qui passent par là, ils prennent des photos, et l'objectif ce n'est pas Liège Together, mais communiquer sur le patrimoine qui est derrière. À titre anecdotique, là, c'est la même chose aussi au niveau d'Amsterdam. Amsterdam, ils mettent des marques, mais pas n'importe où. Ils les mettent devant les monuments sur lesquels ils veulent communiquer. Et là, c'est un musée extraordinaire. Et ils ont mis Ayam Amsterdam, où les touristes. Peut-être qu'à Ouarzazate, ils ont voulu faire ça sans le savoir. Ils l'ont fait sans le savoir. Ils ont lancé ce projet à Ouarzazate, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont communiqué sur la Kasbah de Taourir. Merci. Il y a des daqiqa en plus, je te remercie infiniment. Hassan, on a eu droit à un excellent exposé, documenté, bien illustré, riche en informations. Bravo à Hassan. C'est une intervention que je trouve cruciale et vraiment d'intérêt très très grand pour notre territoire. C'est véritablement, il nous a rapproché davantage de cette thématique qui est très 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 importante pour le développement du territoire. Donc il a passé en revue les concepts, le bien fondé du marketing, de l'aménagement, du management des territoires, et il a passé en revue les 5 théories ou les 5 options aux stratégies qui sont donc le développement endogène, le développement transversal, la digitalisation, l'industrie culturelle qui est véritablement un vecteur de développement, pour terminer avec les histoires à raconter, qui sont autant donc d'outils dont on dispose, mais malheureusement ne sont pas suffisamment utilisés. C'est ce qui nous interpelle tous à travers les exposés qui restent, à voir un petit peu dans quelle mesure on est véritablement en alignement avec ce qui a été dit. Certes, on a beaucoup de choses à partager, tout ce qui approche participatif, partagé, concerté, mais pour les autres aspects, il y a beaucoup à faire. Donc on attend à ce qu'il y ait des discussions intéressantes et des recommandations très fortes. Donc si vous permettez, on passe donc à la deuxième séance, à la plénière, la première plénière, qui porte sur l'attractivité territoriale et développement durable des oasis. Quel enjeu, quelle opportunité pour la province de Tinrir.
Et si vous permettez donc, j'invite les conférenciers, Stade Aziz Azizi, Stade Hassan Rbash, c'est Abdelawi ou Lasser Ramadan, ou c'est Ahmad Khattab pour rejoindre le podium. On commence par le... On attend la présentation de la Ramadan. Très bien. Avant de donner la parole, c'est les écosystèmes moisiens, enjeux de développement, stratégie et programme de développement intégré de l'Anzoua à la province de Tinrir. Évidemment, notre cher collègue c'est Azizi, c'est un haut diplômé, un doctorant qui a travaillé énormément dans les aspects donc, de génie des procédés. Il a rejoint donc l'agence de développement des Oasis et il a pris donc la responsabilité du département de la province de Ouarzazate, évidemment, qui inclut Tinrir en même temps. Et donc, il dispose d'une année très intéressante dans le montage, développement des projets d'une manière générale et territoriale en particulier. Je vous remets la parole, c'est Aziz. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour partager la présentation, c'est bon. Quel est le rapporteur aussi? Aussi le Rapporteur, oui. En principe, c'est Abdelhak. Ok, c'est bon. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président, chère assistance. C'est un grand honneur d'intervenir aujourd'hui dans le colloque des Oasis et des Gorges à Tinrir, donc, et de partager avec vous donc, un petit topo sur les écosystèmes oisiens, les enjeux de développement, ainsi que la stratégie et programme de développement intégré de l'Agence nationale de développement des zones oisiennes et de l'Arganier. Donc, le plan de la présentation est le suivant. Donc, d'abord, donc, un petit rappel sur les missions de l'Agence nationale de développement des zones oisiennes et de l'Arganier, sa vision stratégique à l'horizon 2030, son approche d'intervention en concertation avec les acteurs de développement locaux, pour parler un petit peu des écosystèmes oisiens, des enjeux de développement, des contraintes. Et après, on passe un peu, on parle des potentialités de la province de Tinrir, donc un peu les secteurs porteurs, les contraintes de développement, les potentialités de la province. Donc sans trop tarder, donc juste une petite illustration des potentialités de cette province pour finir avec quelques réalisations de l'Agence nationale de développement au niveau de la province de Tinrir. Alors donc, comme vous savez, donc l'Agence nationale de développement des zones oisiennes et de l'Arganier, donc elle est chargée d'élaborer son programme d'intervention en coordination avec les autorités gouvernementales, les élus, les acteurs de développement locaux. Elle assure le suivi d'exécution de son programme d'action en concertation, bien sûr, et selon une approche concertée avec les acteurs de développement locaux dans un cadre de développement durable au niveau économique, social, culturel et environnemental. Donc sa zone d'action, elle couvre 5 régions, 16 provinces et 416 collectivités territoriales. Concernant les axes stratégiques d'intervention de l'agence, donc selon la vision stratégique qui a été élaborée, suite à une large concertation avec l'ensemble des départements de l'État, les élus, la société civile, donc 3 axes stratégiques ont été identifiés. Donc d'abord, accroître la résilience des territoires et des écosystèmes face au changement climatique, améliorer le bien-être social des populations en milieu rural et urbain, et troisièmement, diversifier et internationaliser l'économie de ces zones
pour la rendre plus compétitive et l'orienter vers les secteurs à forte valeur ajoutée, donc surtout les secteurs porteurs qui constituent un peu le moteur de développement socio-économique de ces zones d'action. Donc l'agence, à l'horizon 2020, donc dans sa stratégie, donc il a une base de données pour des projets qui ont été sur des programmes qui ont été identifiés, élaborés en concertation avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans cette zone d'action. C'est un programme avec un montant global de 156 milliards de dirhams. Donc c'est un programme de territoire, donc que l'agence fait le plaidoyer, il contribue à sa réalisation, il contribue au montage des projets et assure également en concertation avec les partenaires la mise en œuvre des actions qui sont inscrites dans ce programme. Donc il est réparti entre axes sociaux, donc tout ce qui est renforcement de l'accès aux services sociaux de base, l'éducation, la santé, le désenclavement et l'ensemble des services sociaux de base, donc avec un pourcentage de 44%. L'axe économique, surtout l'appui et l'accompagnement des secteurs porteurs et des filières porteurs, à l'instar dans les écosystèmes oisiens, des filières au niveau des zones oisiennes du palmier dattier, la filière de la rose à parfum, bien sûr avec une collaboration de proximité, donc avec le département de nos collègues des offices régionaux de mise en valeur agricole, que ce soit au niveau de Rachidia et de Ouarzazate, et finalement l'axe environnemental pour la préservation de ces écosystèmes. Donc la nature des programmes sur lesquels l'agence intervient, donc il concerne l'amélioration de la connectivité sous toutes ses formes, aériennes, routières et portières, l'amélioration des équipements publics pour améliorer l'accès aux services sociaux de base, l'environnement et les changements climatiques à travers l'appui à plusieurs projets, donc qui concernent l'eau, qui concernent que ce soit la réutilisation des eaux usées, les zones non conventionnelles, la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines, les énergies renouvelables et également les économies, l'axe dédié à l'économie, à la compétitivité, en s'appuyant surtout sur les secteurs porteurs au niveau de la région qui constituent des potentialités énormes pour le développement et le repositionnement de ce territoire au niveau national et international, à l'instar du secteur minier, donc le tourisme, l'agrobusiness, l'agriculture, le numérique, l'artisanat, l'industrie logistique, la réhabilitation, surtout et la mise en valeur du patrimoine culturel. Et bien sûr, tout va dans le sens d'amélioration de la qualité et des conditions de vie des populations des zones voisines. L'approche d'intervention, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de l'agence, donc c'est une approche qui est concertée. On ne travaille pas tout seul. Nos programmes et nos projets, ils sont identifiés et mis en œuvre selon une approche partenariale. D'abord, donc, on assure au niveau de notre zone d'action une dynamique territoriale. On fait le suivi, la collecte des indicateurs de développement socio-économique auprès de l'ensemble des départements de l'État. On fait l'analyse de ces indicateurs et après l'analyse, on essaye un peu d'identifier les programmes prioritaires, les secteurs prioritaires et d'identifier à travers des conventions et des projets de partenariat, d'orienter les fonds publics vers les secteurs prioritaires et les projets prioritaires. Donc c'est ça, l'approche d'intervention de l'agence, c'est une approche intégrée, c'est une approche qui se fait donc en concertation et en collaboration et en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, surtout les autorités locales, les services extérieurs, les collectivités territoriales et la société civile. Concernant la zone d'intervention de l'agence, comme vous savez, donc c'est un territoire qui est très vaste et constitue un peu la dernière barrière donc, contre l'avancement de la désertification. Il constitue principalement 32% du territoire national, 4 régions, 9 provinces. Pour la zone oisienne, donc il est pratiquement une population de 2,11 millions d'habitants. Elle est très riche de point de vue paysage, de point de vue potentialité, avec deux réserves de biosphère, donc la réserve de biosphère de l'Arganier et des oasis qui sont classés comme patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui restent, quand on analyse les indicateurs de développement socio-économique, un peu en deçà par rapport
à la moyenne nationale. Donc il y a un certain retard sur l'ensemble des indicateurs, ce qui nécessite vraiment quelqu'un qui assure un peu la coordination, la fédération des efforts pour optimiser les investissements publics et converger pour un objectif commun, celui d'améliorer un peu l'attractivité de ces territoires. Donc, comme vous le savez, donc ces territoires, donc, ils ont plusieurs secteurs porteurs qui peuvent jouer le rôle de levier de développement socio-économique. Donc, d'abord, on a l'agriculture, avec comme filière phare, surtout dans les oasis, donc la filière du palmier dattier. On a les énergies renouvelables, donc à Ouarzazate, donc on a un des plus grands complexes des énergies renouvelables, donc ça se développe dans d'autres provinces de la région, à Arfoud, à Midels. On a les mines, donc avec 40% des potentialités minières du Maroc hors phosphate, mais c'est un potentiel qui reste à développer, à valoriser pour plus d'impact au niveau local. On a aussi le tourisme, donc lors des interventions de nos collègues, donc on aura l'occasion de détailler, d'entrer dans les détails de ces secteurs pour un peu mettre en exergue les potentialités de ces territoires, l'artisanat et le cinéma à Ouarzazate. Donc, mais comme vous le savez, donc c'est des territoires qui connaissent des transformations récentes, exerçant des pressions sur les ressources naturelles. Donc, c'est des territoires qui n'échappent pas aux effets du changement climatique, qui frappent dur ces territoires. Donc, on a des conditions climatiques topographiques sévères, donc il est un peu complique un peu la tâche pour les développeurs et pour tous les intervenants au niveau de ces territoires. On a des ressources naturelles rares, parfois donc fragiles, et qui sont fragilisées davantage par l'activité anthropique qui est parfois démesurée, donc s'il n'est pas vraiment bien encadré, qui ne prennent pas les spécificités de ces territoires, donc on pourra aller vers vraiment une transformation qui n'est pas vraiment réversible. Donc il y a également certains fléaux donc, qui sont de plus en plus avec les changements climatiques donc, qui sont de plus en plus récurrents, l'érosion sototiforme, l'érosion hydrique, l'érosion hurrienne et la désertification. Donc, c'est des territoires aussi donc, qui sont impactés par les changements, fortement par les changements climatiques. Et parmi les signes de ces changements climatiques, on a donc une sécheresse qui devient de plus en plus structurelle, donc avec surtout les 6 dernières années qui ont connu vraiment une diminution drastique des précipitations, ça se voit vraiment sur nos oasis. Donc on a soit sécheresse, soit inondation. Donc vraiment, ce qui perturbe les cycles biologiques des cultures et tout, et qui impacte donc ces écosystèmes déjà fragiles. Les incendies, donc comme vous le connaissez ces dernières années, donc l'ensemble des oasis au niveau du Maroc, donc on commence à voir ce fléau d'incendies qui cause des dégâts vraiment considérables sur les oasis. Voilà, donc concernant la province de Tinri, donc la province de Tinri, donc c'est une province qui est récente, donc une création en 2009 avec une superficie de 13 000 km². C'est un territoire donc qui est à 52% montagneux, à caractère montagneux, et désertique à 48%. Donc oui, qu'il y a des indicateurs de développement socio-économique également à améliorer, surtout quand on analyse les indicateurs du taux de chômage, la santé, surtout le taux de chômage, le taux d'activité. Donc c'est vraiment des indicateurs à améliorer sur lesquels il faut mettre vraiment le curseur pour essayer de tirer le plein potentiel de ces territoires et également d'améliorer l'attractivité de la population au niveau des zones voisines. Donc là également, donc on a l'agriculture comme secteur porteur, on a les mines, on a l'artisanat et le tourisme. Concernant l'agriculture, donc l'agriculture c'est un secteur au niveau de la province qui est vraiment un secteur porteur, très diversifié, mais qui reste traditionnel et qui nécessite plus d'efforts
en termes de valorisation et de modernisation. Quand je dis modernisation, c'est la modernisation sur les systèmes de production, sur les systèmes de commercialisation et également la valorisation aval sur laquelle il faut qu'on se concentre pour tirer profit de nos filières. On a parfois des filières qui sont vraiment endémiques à la province, comme la filière de l'arrose à parfum. Donc on a 100% de la production nationale. Donc parallèlement à ce qui se fait en matière d'extension, de développement de la production et de valorisation à travers la production de drose et de certains dérivés. Mais on peut aller loin si on développe davantage la valorisation, aller pourquoi pas à l'industrie du parfum pour tirer davantage profit de cette filière. On a également comme filière phare donc les dattes, donc avec une production très très importante au niveau de la province de Tigray. Le pommier, donc avec une production surtout dans les communes de montagne, donc à Semrir et Tchelmi. Le safran, qui constitue un grand potentiel de développement, qui commence à se développer surtout dans la zone des Knéounes, qui a de grandes potentialités pour qu'il soit développé, valorisé et également constituer une source de revenus importante pour les agriculteurs au niveau de cette zone et le cumin. Donc à côté de ça, donc, on trouve la céréaliculture, les légumineuses, les maraîchages, l'arboriculture. Donc c'est des cultures qui sont vraiment, on trouve aussi bien dans les oasis de montagne que les oasis de plaine, en association avec l'arboriculture et l'élevage. Voilà, donc concernant le secteur minier, donc et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc au niveau de la province de Tigray, donc on a des gisements qui sont très importants, avec 2 projets miniers importants. C'est des projets de la société Belagem, donc le projet de l'argent à la ICIM et à Emider, et le projet de cuivre, donc avec une production très importante, et on voit vraiment l'impact de la mine d'argent à Emider sur la dynamique économique de la province de Tigray. Donc on a, si on compte vraiment en 2021, donc on avait une production qui dépasse 1 398 000 tonnes de minerais, donc dont 99% c'est l'argent et le cuivre. Belagem, c'est vraiment un grand opérateur industriel qui opère au niveau du Maroc et particulièrement au niveau de la province de Tigray, avec des grandes exploitations industrielles qui fait la valorisation, mais qui pourrait, dans le cadre, pourquoi pas, de collaboration, tirer vers le haut tout ce qui est mine artisanale et petites et moyennes entreprises, parce que on voit que la majorité, quand on analyse la chaîne de valeur de l'activité minière, donc on voit que la majorité des acteurs ou des entreprises minières, ils se concentrent en amont de la chaîne de valeur, ils ne font pas de valorisation. Donc là, on a un manque à gagner, donc il faut vraiment travailler sur du projet pour pousser ces entreprises à se restructurer, à se développer et à faire la valorisation aval vers des produits finis localement au niveau de la province pour capter la valeur ajoutée localement. Voilà, concernant le secteur de l'artisanat, également, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois très important, qui est lié au tourisme. On a un savoir-faire vraiment local très riche, qui nécessite d'être mieux valorisé pour plus d'impact sur la population locale. Donc, on a donc, disons, il emploie plus de 3 776 personnes, dont 53% donc en métier d'art et 47% en métier de service. Donc là, je me suis limité au métier d'art et de service parce que c'est des activités qui sont liées directement au tourisme et dans la valorisation. Donc il pourrait vraiment, et l'encadrement de ces artisans, il pourrait vraiment repositionner ce territoire. Donc on voit donc plusieurs métiers. On a les tisserands, la menuiserie qui constitue à eux seuls presque vraiment 40% de l'activité artisanale pour les métiers d'art et de production. Puis on a différentes sortes de produits, la tapis, le tapis plutôt, la coupe-couture, la broderie, la poterie. Donc c'est un secteur très très important, mais qui recèle des potentialités considérables, mais qui présente pour son développement des enjeux de structuration. Pourquoi? Parce que on a au niveau de la région de Dar el-Safilal et aussi au niveau de la province de Tigray, on a vraiment 13
13 776 artisans, mais le taux d'artisans qui sont adhérés aux coopératives d'artisanat, donc le taux d'adhésion, il est très faible, ce qui rend difficile la tâche d'encadrement de ces artisans. Donc il faut les encadrer, donc il faut d'abord les structurer, les encadrer pour pouvoir les accompagner à moderniser leur système de production et les aider aussi dans tout ce qui est commercialisation. Parce que c'est là vraiment, c'est un maillon de la chaîne de valeur qui manque. Donc c'est des artisans qui s'y travaillent à titre individuel, qui n'ont pas des moyens, s'ils ne sont pas organisés, donc là, donc ils sont exploités par des intermédiaires, et là donc on rate vraiment l'impact local des revenus de cette activité sur la population locale. Donc quelques pistes de développement, c'est le renforcement de la formation des artisans d'abord, donc il y a beaucoup d'efforts à faire en matière d'artisans, de formation. La structuration des acteurs du secteur de l'artisanat. Je m'excuse. Limiter la présence d'intermédiaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui constituent vraiment un obstacle pour le développement et la sauvegarde des bonnes pratiques et du savoir-faire ancestral développé par ces artisans du père en fils, et le renforcement des liens entre l'artisanat et le tourisme, parce que c'est une province qui a beaucoup de potentialité touristique, et le développement de l'artisanat, vraiment, avec la charge culturelle de ce secteur, ne pourrait que repositionner notre produit touristique au niveau de la province de Tinril. Concernant le tourisme, donc le tourisme aussi, c'est un secteur qui est très riche avec des paysages diversifiés donc, au niveau de la province de Tinril. On a donc un patrimoine culturel fort, donc riche et varié, donc entre vallées, montagnes, oasis, parcs naturels, donc à développer et qui pourrait vraiment développer, donc faire objet de développement très important. Donc il y a des projets qui sont déjà en cours de mise en œuvre, de démarrage pour le développement des oasis, du tourisme de montagne et des oasis. Nos collègues de la SMIT ils vont en parler davantage tout à l'heure, mais vraiment c'est des projets qui peuvent vraiment faire de la destination touristique de Tinril une destination à part entière au lieu d'être intégré, associé à d'autres destinations. On a donc un patrimoine culturel et architectural riche entre Kasbah, Arso, culture amazigh vivante, diversité des festivals et moussem, système traditionnel d'irrigation au niveau des oasis, donc les Khtara aussi, donc qui ont ce qui montre un peu l'ingéniosité de l'homme oisien pour la gestion de ces ressources d'ailleurs rares au niveau des oasis et qui peuvent être commercialisées dans le cadre de produits touristiques culturels au niveau de nos oasis. Il y a aussi la richesse des mœurs et des coutumes tribales. En ce qui concerne l'infrastructure touristique, donc au niveau de Ouarzazate, l'infrastructure d'hébergement, on a plus de 43 unités classées, 100 unités non classées, avec une offre qui est très très diversifiée entre hôtels, casbah, maisons d'hôtes et camping. Mais c'est des établissements vraiment qu'il faut accompagner pour améliorer leurs services et également inciter les autres établissements non classés à se faire classer pour développer une infrastructure vraiment attractive. Voilà, donc malgré le potentiel touristique de la province de Tinril, donc il reste malheureusement cantonné à un rôle d'étape de passage. Donc il est toujours considéré comme une étape de passage avec un nombre de nuitées ou de temps de séjour des touristes qui reste un peu limité. Donc il y a des efforts à faire en matière d'animation touristique, en matière de valorisation touristique pour améliorer la qualité de notre produit touristique et augmenter le taux de séjour au niveau du territoire voisin. Donc quelques pistes de développement, la valorisation du patrimoine, donc pour une insufflation d'une nouvelle dynamique de réhabilitation et de modernisation. Il y a asseoir une vision touristique, donc là vraiment pour exploiter toutes les potentialités touristiques de la province d'une façon intégrée en associant agriculture, tourisme minier, agrotourisme, pour pouvoir développer un produit touristique
à part entière, une destination touristique qui pourrait se positionner au niveau national et international, et également améliorer la connectivité de la province sur tous les plans, la connectivité aérienne, la connectivité routière, et la connectivité entre les régions avoisinantes qui peuvent nous servir d'émetteurs de touristes. Voilà, donc c'est un territoire donc, qui est riche de son patrimoine, de sa culture, de ses paysages, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est sous l'effet du changement climatique, on a la sécheresse, les inondations, l'ensablement, les incendies, des décharges sauvages qu'on voit vraiment qui se propagent dernièrement, l'utilisation des puits perdus qui pose un problème sanitaire, un problème aussi, un risque de pollution des nappes phréatiques, si on va par exemple au niveau des gorges. Donc on a des puits perdus qui sont utilisés sur les montagnes et qui posent vraiment beaucoup de risques. Donc là, il faut aller vers des projets intégrés pour valoriser les ressources et éviter les menaces et les risques. Concernant, là je passe, donc je vous donne un petit topo sur les réalisations de l'ONSOA au niveau de la province de Tinril, avec quelques exemples de projets phares depuis 2014 jusqu'à 2024. Donc l'agence a contribué à la réalisation de 94 projets, donc soit particulièrement 94 conventions de partenariat, avec un montant global de 292 millions de dirhams et une contribution de l'agence de 137 millions de dirhams. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agence assure le suivi, l'accompagnement des acteurs pour la mise en œuvre de ces projets afin d'atteindre les objectifs escomptés. Donc, ces projets et ces interventions, ils sont répartis comme suit. Donc, d'abord, on a l'amélioration du projet qui s'inscrivent dans l'axe d'amélioration du bien-être social des populations au milieu rural, avec un pourcentage de 50%. Là, tout ce qui est renforcement de l'accès aux services sociaux de base, accroître la résilience des territoires et des écosystèmes face au changement climatique. Donc là, je vous donnerai tout à l'heure quelques exemples de ces projets, avec un pourcentage de 75%, et finalement, la diversification de l'économie de la zone pour la rendre plus compétitive et l'orienter vers les secteurs à plus forte valeur ajoutée avec un pourcentage de 15%. Alors, l'agence, là, quelques exemples de projets réalisés dans le cadre du Fonds de développement rural au niveau de la région de Maïdal, Anif, Siam, Sissi et Tinril. Donc là, l'agence a contribué à plusieurs projets pour l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base, donc là, avec un montant global de 70 millions de dirhams, une contribution de l'agence de 28 millions pour l'amélioration de l'électrification rurale, pour le désenclavement de ces zones, contribuer au désenclavement, à l'eau potable et à l'axe socio-culturel et sportif qui constitue également un secteur auquel l'agence donne beaucoup d'appui pour un peu accompagner la jeunesse et les encadrer, contribuer à leur encadrement à travers des activités socio-éducatives. Un deuxième exemple de projet, c'est le projet d'adaptation au changement climatique. C'est un projet qui est réalisé, c'est un projet de coopération internationale, financé par le Fonds vert américain et qui est réalisé en partenariat avec plusieurs acteurs, avec un montant global de 95 millions de dirhams. La province de Tinril, vraiment, elle a grandement bénéficié de ce projet à travers la réalisation de plusieurs actions, à savoir l'appui au suivi des eaux de surface et les eaux souterraines, à travers la mise en place de plusieurs projets, l'installation de pisomètres pour le suivi du niveau pisométrique de la nappe, les ressources souterraines qui se font de plus en plus rares, leur surveillance, ils deviennent une nécessité. Il y a des ouvrages de recharge, des seuils de dérivation, l'appui aux certaines actions de lutte contre l'ensablement et de fixation de sol, la valorisation des produits de terroir, de la zone d'action de ce projet, surtout dans les communes d'Hsia, de Maïdal, de Hsia, Msissi et Anif, à travers l'appui
aux associations et coopératives qui travaillent sur la valorisation du cumin et des produits terroirs caractéristiques de cette zone, et également l'appui, l'accompagnement des projets d'entrepreneuriat agricole. Là, donc, des conventions de partenariat ont été signées avec l'INRA, de l'Institut national de recherche agronomique, pour le développement de start-up et d'entreprises en faveur des jeunes, pour la valorisation des produits de terroir. Un exemple de projet de coopération, parce que là, donc, l'agence, parallèlement au programme qui est financé dans le cadre de son budget de partenariat, il fait le plaidoyer auprès de bailleurs de fonds. Il peut, en identifiant des projets en considération avec les acteurs locaux, et une fois que les fonds sont octroyés, donc il assure en concertation, en collaboration avec ses partenaires, la mise en œuvre de ces projets. Donc là, le deuxième projet, c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec la FAO, le projet Oisir pour la revitalisation des agroécosystèmes oisiens, selon une approche intégrée et durable. C'est un projet dont plusieurs études ont été faites dans le cadre de ce projet pour la valorisation des déchets de palmiers, pour la valorisation des margines, pour la valorisation des déchets de palmiers, mais également des actions pilotes sur le terrain ont été réalisées et qui ont porté essentiellement sur quatre communes au niveau de la province de Tinril, à savoir Erin-Nomgoun, Msemeril, Tilmi et Aït-Sedrat, Jebel Ulia, donc de type construction d'abris anti-neige, creusement de puits et équipement en solaire, réhabilitation d'Ortara et Sagia, construction de murs de protection de terrains de culture et quelques unités de valorisation de produits terroirs aussi ont été réalisées dans le cadre de ce projet. Un autre exemple de projet, donc là c'est dans le cadre de partenariat donc avec la province de Tinril et le conseil provincial de Tinril. C'est un projet qui a été réalisé, donc programme d'urgence d'alimentation en eau potable des droits connaissant un déficit hydrique dans la province de Tinril. Ça, c'est un projet qui a été réalisé parallèlement avec les projets structurants qui sont en cours de réalisation dans la région. Donc les projets qui concernent l'eau potable, et là, avec les acteurs locaux, donc en concertation avec la province de Tinril, plusieurs projets de proximité ont été réalisés pour compléter ces projets structurants et vraiment garantir un impact direct sur la population locale. Donc, c'est un projet donc, avec un budget de 25 millions de dirhams, et les 25 communes de la province de Tinril ont bénéficié de ce projet. Il y a également l'appui de l'Agence pour l'amélioration de l'offre de santé à travers l'acquisition des ambulances. Donc, c'est des projets réalisés également et identifiés en considération avec le département de la santé, le conseil provincial, les communes, pour identifier les priorités d'intervention. Des projets de partenariat également pour l'amélioration, pour un peu lutter contre la déperdition scolaire et améliorer les conditions de scolarisation des enfants de la province de Tinril, donc à travers l'appui à l'équipement et à la réhabilitation de Dal Talib et Taliba. Là, un exemple de projet qui est en cours de réalisation pour l'équipement et l'aménagement de 14 Dal Talib et Taliba au niveau de 10 communes territoriales. Je m'excuse, Monsieur le Président, j'arrive à la fin. Donc, un autre type de projet qui est en cours de réalisation, donc suite au séisme, plutôt aux dernières inondations au niveau de la province de Tinril. Donc là, un programme de désenclavement de plusieurs douars a été identifié en concertation avec les autorités locales, le conseil provincial et les communes, pour désenclaver plusieurs douars et communes au niveau de la province à travers la réalisation de ponts et passerelles au niveau des 25 communes via un montant de 28 millions de dirhams. Et dernièrement, donc, la pépinière d'entreprise qui a été inaugurée à la province de Tinril. Donc là, la bâtisse elle a été construite par le ministère de l'Industrie et du Commerce, mais avec l'ANAPEC, nous avons vraiment
faire fonctionner ce projet donc à travers l'acquisition des équipements et la contribution à sa gestion. Donc ça a été inauguré dernièrement, donc c'est une pépinière donc avec donc une convention de partenariat avec la commune de Tinré, le conseil provincial et l'ANAPEC. Donc le projet donc, il a un impact très important sur la création d'emplois au profit des jeunes. Donc un autre type de projet donc, et de programme et dont l'ONZOA donc a été vraiment l'organisme qui a fait l'ingénierie de ce projet. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des incendies, de la problématique des incendies au niveau des oasis de Draa Safilels. Et là donc l'ONZOA avec le conseil de région de Draa Safilels et les partenaires de l'agriculture et la protection civile, nous avons élaboré un programme pour l'élaboration des pistes. D'abord l'aménagement des oasis à travers l'élaboration des pistes pour faciliter l'accès des engins de la protection civile en cas d'incendie, l'installation de bouches d'incendie, le nettoyage des touffes, la valorisation des produits de terroir, la distribution des kits d'intervention, parce qu'à chaque fois qu'il y a des incendies, si on n'a pas des interventions durant les premières minutes, donc ça peut se développer, ça sera par la suite difficile à maîtriser. Donc c'est une approche intégrée pour l'aménagement paysager et la valorisation des oasis et la lutte contre les incendies. Oui, Monsieur le Président. Voilà, donc un autre exemple de convention de partenariat donc régional et dont la province de Tinré a bénéficié avec un montant de 251 millions de dirhams. Donc plusieurs actions ont été réalisées, donc la limitation du glissement du sol, la protection des terrains de culture, l'aménagement des pistes rurales, la construction d'abris anti-neige, la valorisation des produits de terroir. Donc là aussi c'est une convention qui avance très bien. Et l'achèvement c'est bientôt. Également, l'ONZOA est partenaire dans le développement du tourisme de montagne oisien, et de montagne, à travers cette convention régionale que vous connaissez toutes et qui est en cours de lancement pour l'amélioration du circuit, pour le développement du circuit touristique, la valorisation des sites touristiques au niveau de la province et le repositionnement de ce secteur au niveau de la province de Tinré. Facilement, donc, enfin, donc l'ONZOA également, il appuie plusieurs salons, plusieurs événements en faveur de la promotion du marketing de la province de Tinré, à travers donc l'appui à plusieurs festivals de salons, comme à titre d'exemple le salon international de la rose à parfum à Klas Mkouna, le forum des gorges et oasis, qui est en cours d'organisation dernièrement. Et merci pour votre attention. Je m'excuse pour le retard. Ça a été un peu lent, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Un exposé donc bien riche en infos et documents et données. Ça, pour moi, ça témoigne donc de la mission très vaste et transversale de l'agence. Une agence qui, si jeune soit-elle, donc vous avez vu l'importance, la diversité et la pertinence des réalisations. C'est des exposés qui sont donc vraiment pleins de données, qui donnent plus d'espoir, d'autant plus que véritablement c'est un périmètre d'intervention où nous avons deux grandes réserves naturelles qui sont véritablement menacées et qui ont donc un rôle aussi bien environnemental, patrimonial, très 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 important. Des recommandations ont été également formulées. Alors donc, si vous permettez, on passe donc à la présentation suivante, qui portera sur les potentialités économiques du territoire de Tinré et les principales levées de son attractivité par Sel Hassan Rabbash. Sel Hassan Rabbash, à ce que je sache, c'est un haut cadre qui a certainement, si ma mémoire est bonne, transité par l'ONZOA. Pour finalement, actuellement au Syrie. Et actuellement, vous êtes à Syrie. Il a été associé, donc il est associé à plusieurs études. Hein? Il a immigré. Non, mais c'est un prolongement tout à fait logique et normal. C'est une continuité professionnelle très intéressante. Yallah, Tidi, on vous donne la main. Merci, Monsieur le Président. Salam alaikum. Donc, je remercie encore une fois le comité de préparation والمجهود الجبار اللي دارت في إعداد هذا المنتدى اللي أعتقد أنه صميمي في العلاقة مع إقليم تنغير.
والمساهمه ديال المركز الجهوي للاستثمار غادي تجي نوعا ما تزيد تعمق وتكمل هذه المساهمتين الاوليتين ديال السي حسن qui a parlé un peu sur le plan concept et les aspects, disons, théoriques et expérimentaux de marketing territorial, et aussi l'expérience très large, très diversifiée et enrichissante de l'ANZO. Donc, mon intervention, c'est qu'elle va porter directement sur les potentialités économiques du territoire de la province de Tinrère et les principaux leviers de son attractivité. En principe, chaque territoire dispose en son sein les ingrédients de l'émergence d'un développement territorial. Sauf que les potentialités en elles-mêmes ne sont pas les garants de ce développement territorial intégré, durable, résilient, etc. Donc il faut l'apport de l'écosystème synergique, collaboratif, etc. Donc ma présentation d'abord peut-être غادي يكونوا شي وحدين اللي ما عارفين شنو هو هذا المركز الجهوي للاستثمار غادي نعرفوا شي شويه parce que il a été réformé en série 2.0 et actuellement on prépare série 3.0. Le deuxième élément de la présentation, c'est les potentialités économiques et attractivité du territoire. غادي نهضر على هذه les potentialités économiques. شكون هما هذه les potentialités économiques? On entend souvent les potentialités économiques. C'est très intéressant باش اننا نوقفوا على les concepts. Qu'est-ce que ça veut dire le potentiel économique? Qu'est-ce que ça veut dire les potentialités économiques et comment elles deviennent des opportunités d'affaires? Parce que tu peux avoir les potentialités économiques du monde, mais qui ne sont pas déclinées en opportunités d'affaires pour qu'elles puissent devenir les leviers de l'investissement créateur de la valeur, de la richesse et de l'emploi. Le troisième élément de la présentation, les sphères d'excellence de la province de Tinrère. Est-ce qu'il y a Tinrère? Déjà, اللي سابقيني السي حسن والسي عزيزي ذكروا نوعا ما هاد les secteurs sur lesquels repose l'économie de la province de Tinrère. Pour arriver au quatrième élément, il y a la matrice de l'attractivité et les défis de la compétitivité. L'attractivité, c'est une matrice, oui, où il faut converger un certain ensemble d'aspects, de dimensions, d'indicateurs pour qu'on puisse vraiment construire le processus d'attractivité du territoire qui est très fort et qui est vraiment attrayant. Pour arriver, en fin de compte, aux prérequis de l'attractivité et la compétitivité du territoire. La compétitivité et l'attractivité, il y a un ديال المداخل ديال les prérequis. شنو هما هاد les prérequis pour qu'un territoire devienne très attractif et très dynamique dans ce sens. Donc le CRI 2.0 actuellement il est en deux pôles. راه في درعا تفيلات كان في 2015 فاش تكريات لا ريجيون on installe directement le CRI et les sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, mais actuellement il y a même pas une année on est migré vers la tutelle du ministère chargé de l'investissement, de la convergence et d'évaluation des politiques publiques et actuellement on prépare la réforme CRI 3.0 via la loi 22-24. Donc il est régi en deux pôles. Le premier pôle, c'est un peu classique, où il y a la Commission régionale unifiée d'investissement et il y a la division accompagnement. On fait la facilitation administrative à travers la digitalisation des processus liés à l'acte d'investir et d'entreprendre. Donc vous connaissez tous qu'il y a une plateforme digitale CRI.invest.ma à travers laquelle tout projet d'investissement passe. Donc tout projet d'investissement passe par cette plateforme digitale. Et deuxième élément, on fait de l'accompagnement des porteurs de projets et des très petites et moyennes entreprises. Et troisième mission, ou bien rôle, c'est la conciliation en cas de différends entre l'administration et l'investisseur. C'est que le CRI, elle travaille aussi sur la médiation, la facilitation des processus d'accord et de désaccord entre l'investisseur et les administrations. Le deuxième pôle, c'est un pôle un peu ingénieux qui travaille sur la stratégie et qui travaille en quelque sorte sur les études
disons, qui cadre l'investissement au niveau du territoire, soit voir la mise en place d'un système de veille économique et d'intelligence territoriale. C'est nouveau, c'est défiant, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire, on travaille sur la mise en place des dispositifs, et j'arrive à l'importance de la veille et de la data et la maîtrise de l'information sur les territoires. C'est que lorsqu'on veut challenger avec les territoires en pleine concurrence, en pleine rivalité, dans un monde où l'incertitude devient de plus en plus très féroce, il faut avoir de l'information. Et tu ne peux pas avoir de l'information sans pratiquer de veille. Et cette veille, elle doit être normalement couplée à la stratégie, c'est-à-dire l'information va servir à la prise de décision par les décideurs au niveau du territoire pour qu'on puisse détecter les signaux en termes d'opportunités, en termes d'affaires, en termes, etc., de réformes et d'ajustements nécessaires. On travaille aussi sur la contribution à la planification stratégique régionale. Et je suis le chef de division veille et planification stratégique régionale au niveau du CIRI. C'est que toute planification de développement territorial avec un aspect économique, on y contribue. Et on travaille à ce que l'investissement devienne un pivot des préoccupations des décideurs au niveau local, pour qu'ils puissent en quelque sorte donner plus d'importance au levier de l'investissement, parce que sans investissement, les territoires ne peuvent pas avancer en termes économiques. Et le dernier point dans le pôle impulsion économique, c'est le développement d'une offre territoriale et son marketing pour l'attrait d'investissements créateurs d'emplois et de la richesse. C'est qu'on prépare l'offre des territoires. Et je viens dans ce qui va suivre de vous présenter en quelque sorte une petite offre, disons l'esquisse de l'offre au niveau dans le CIRI, et on travaille doucement sur tout cela. Je vais vous présenter une quarantaine de projets étudiés d'une manière scientifique et qui caractérisent un peu le potentiel de la province du Sénégal et susceptibles d'être un peu les leviers de l'investissement dans le territoire de Sénégal. Donc pour les potentialités, qu'est-ce que ça veut dire potentialité économique? Potentialité économique, il y a le paysage. يقدر يكون عندك واحد السوسول très riche en termes des minerais, etc. يقدر يكون عندك autre. Donc il y a d'abord ce qui est inerte, ce qui est brut. C'est un potentiel et qui peut devenir en quelque sorte de la création de la recherche via l'intervention de l'homme, via l'investissement et l'investissement économique. C'est-à-dire les atouts inertes, bruts, c'est patrimoine naturel, paysage, ressources naturelles, géologiques, etc. Ça, c'est le premier élément basique de potentiel. Il y a le deuxième élément de potentiel, c'est le potentiel lié au patrimoine matériel et immatériel. Les savoirs, les représentations, les habitudes, les mœurs, etc. Toutes les techniques inventées par les gens, etc. Ça, c'est le patrimoine matériel et immatériel. Il y a aussi les potentialités qui se trouvent dans des secteurs. Ce sont des potentialités développées dans des secteurs économiques et les chaînes de valeur appropriées. Les ressources humaines, elles constituent un potentiel énorme parce que j'arrive dans ce qui va suivre, dans les facteurs, en quelque sorte, ou bien les 5 F de l'attractivité des territoires. Les ressources humaines constituent la pine dorsale. Si un investisseur arrive avec un capital important et qui ne trouve pas les ressources humaines sur place, il hésite en quelque sorte de s'installer et de continuer l'investissement. Il y a aussi l'écosystème collaborateur, informé, avisé et synergique. Ça, on ne prête pas beaucoup d'attention, mais il est fondamental et matriciel. C'est que lorsque les écosystèmes au niveau des territoires, ils sont avisés, qu'est-ce que ça veut dire avisé? C'est-à-dire, ils connaissent, c'est un écosystème qui est vraiment la cible. Il est informé, de quoi s'agit-il en termes de potentialité économique sur le territoire? L'écosystème, اللي كيجيك واحد l'investisseur كتقول له ودي راه سي نشوف جو سي با اون كيلكو سورت راه كلشي عندنا و ميم طون راه ملي كتقول كلشي عندنا راه كلشي ما عندكش راه ما عندك حتى شي حاجه اكسيتيرا. Donc il faut avoir l'information, il faut être avisé, il faut être synergique. Synergique, c'est qu'on ne trouve pas des difficultés à se retrouver là où on frappe chez une porte, qu'on toute l'information, etc. Donc c'est un écosystème en quelque sorte à bras ouverts, soit l'investisseur, soit le touriste, soit le voyageur, soit le talent, soit le passager, etc. C'est un territoire accueillant, etc. Il y a aussi un autre élément fondamental, c'est le dernier, c'est le climat des affaires, propice à l'initiative économique, créatrice de la valeur et de l'emploi. Mais les potentialités aussi qui sont très importantes, c'est ce climat des affaires qui est propice, اللي هو مشجع على الاستثمار والمبادرة الاقتصادية
وقدر باش انه يمنح الثقه للمستثمر وباش انه يخرج نوعا ما المشروع ديالو الى حيز الوجود. À retenir dans tout ça. Les potentialités économiques en elles-mêmes ne se transforment pas en opportunités d'affaires. C'est grâce aux efforts des acteurs de territoire qu'ils les deviennent. Ça, c'est très important. يقدر يكون عندك الذهب ولكن si tu n'arrives pas à mettre l'énergie et l'effort pour qu'on puisse raffiner tout le minerai, tu ne peux pas en extraire la valeur ajoutée nécessaire, etc. Donc, derrière la potentialité, il faut avoir l'effort humain sur tous les niveaux pour qu'on puisse transformer les potentialités en opportunités d'affaires. Et l'effort humain, l'effort des territoires pour transformer les potentialités en opportunités d'affaires, c'est les infrastructures sociales de base. Par exemple, on a beaucoup de difficultés pour un peu faire attirer des médecins, faire attirer des ingénieurs, faire attirer des hauts cadres, parce que etc. Donc c'est l'infrastructure sociale de base, c'est le territoire, il fait bon vivre à chacun pour y installer. Il se retrouve, il est bien dans sa santé, dans sa tête et dans son âme. Ça, c'est le premier élément de l'attractivité aussi. Donc, derrière tout cela, il faut de l'investissement, il faut l'effort des acteurs de territoire, etc. Il faut aussi de la promotion, de marketing, de ce qu'on a. Il faut des campagnes féroces de marketing et de commercialisation, entre guillemets, de ce qu'on a et de nos forces et de ce que nous démarque en quelque sorte des autres. Deuxièmement, le climat des affaires favorables qui renforce l'attractivité du territoire et fait de ses potentialités économiques les vecteurs de croissance et l'investissement productif. Donc c'est ce climat des affaires qui va te permettre de faire de tes potentialités en quelque sorte le levier de l'investissement créateur de la richesse. Et cela ne peut se faire dans ce climat des affaires que via, en quelque sorte, la transparence, la qualité du service, l'accès facile et gratuit à l'information et gratuit à l'information, incitation spécifique et territoire, campagne d'information et de sensibilisation qui forment un bon climat des affaires. Donc pour le troisième élément, les sphères d'excellence. Les sphères d'excellence de la région, de la province de Tinrer. On a un petit effort de série pour caractériser en quelque sorte scientifiquement les potentialités. Donc ce qu'on fait, le CIRI, ce qu'on fait dans le pôle impulsion économique vis-à-vis des potentialités des territoires au niveau de la région de Raatafilel, c'est qu'on essaie en quelque sorte de les étudier, de les connaître en quelque sorte et de les caractériser scientifiquement pour qu'on puisse en quelque sorte connaître le potentiel, la potentialité et on l'a décliné en opportunité d'affaires via un petit business model avec tous les indicateurs derrière qui va servir en quelque sorte à tout investisseur qui veut se lancer dans une affaire bien déterminée. Donc il s'agit de trois éléments aussi, analyse et caractérisation des potentialités économiques, traduire les potentialités en opportunités d'affaires d'investissement, mettre à la disposition des investisseurs les opportunités d'affaires sous forme de projets. Donc on a mené une étude stratégique à travers laquelle خرجنا واحد 73 مشروع وهاد 73 مشروع qui couvrent en quelque sorte 10 ديال لي سيكتور 10 ديال لي سيكتور disons phare de la région de Raatafilel qui concerne la province de Tinrer. Au fait d'études stratégiques, خرجنا note sur l'opportunité, une note qui décrit en quelque sorte d'une manière très approfondie l'opportunité. Avec les 7 guides d'investisseurs au niveau des secteurs et 73 fiches de projet avec 73 études de faisabilité. Lorsque je dis études de faisabilité, c'est études de faisabilité du bon et du fort. Jusqu'à la description de l'opportunité, en arrivant au retour sur l'investissement, etc., comme indicateur financier. Donc voilà un peu les outputs de l'étude, c'est les guides de l'investisseur, les études de faisabilité, la banque de projet et la fiche de projet. Donc voilà comme exemple, prenons l'exemple de l'opportunité filière mine cuivre, par exemple. Donc opportunité d'investissement, c'est projet de fabrication de produits artisanaux en cuivre dans la province de Tinrer.
Donc il y a la description de projet, il y a tous les principaux entrants, etc. Site favorable avec le montant de l'investissement, le chiffre d'affaires projeté, le retour sur investissement et aussi l'emploi à générer. Donc tout pour chaque projet, des 73 projets, on a la fiche de projet qui est en quelque sorte déduite d'une étude de faisabilité de chaque projet sur une trentaine de pages et sur laquelle normalement est basé le guide de l'investisseur dans le secteur, en quelque sorte encadré par la note d'opportunité aussi. Donc pour la caractérisation des potentialités de la province de Tinref, dans la perspective de la valorisation bien sûr, on a nombre de secteurs 9, nombre de projets prévus 41, montant d'investissement en milliards de dirhams, c'est 4,8 milliards de dirhams, et qui constitue 28% de montant d'investissement sur l'étude stratégique en général, et avec 2130 postes d'emploi prévus qui constituent à peu près 27% de nombre de postes d'emploi prévus pour les 41 projets au niveau de Tinref. أنا ما غاديش نقرا كلش كاع هذا الاخر سميت لي 41 بروجي مي جو مو ريستران لواحد لو بوتي موديل تو سامبلومون باش تعرفوا لا لوجيك. S'il y a lieu et si quelqu'un de vous s'intéresse plus, elle peut venir, on va communiquer tout cela. Et incessamment dans notre site, on aura tous ces documents كاملين. Donc, بالنسبة للسيكتور énergie IMI, on a 9 projets avec un montant d'investissement 4,6 milliards de dirhams, 1000 emplois. Et ce qui constitue, dans les 9, on a 2 projets énergie. Pour un peu les montants d'investissement, on a 3 milliards de dirhams concernant les projets d'énergie. Et pour les emplois, la province de Tinref, normalement, le secteur fait 300 postes pour l'énergie. Donc, le premier projet, c'est énergie renouvelable, green energy, opportunité d'investissement, projet de fabrication de dalles solaires. Ça, c'est un projet, à travers l'analyse de la province de Tinref, projet d'installation, projet de fabrication de dalles solaires. Il y a le descriptif de projet, le site c'est Tinref, le montant d'investissement c'est 1 milliard de dirhams, chiffre d'affaires c'est 200 millions de dirhams, nombre d'emplois directs et indirects 40 et 100 et 60% c'est le ratio de rentabilité. Autre projet chez Énergie Renouvelable, Green Toujours Énergie, dans la filière, opportunité d'investissement, projet de mise en place de parcs solaires. Tiendrait toujours avec un montant de 3 milliards de dirhams, 500 millions de dirhams comme chiffre d'affaires, 60 emplois directs et 100 indirects et 50% ratio d'investissement. Et cela est tiré des études de faisabilité qui sont bien faites par des experts dans le domaine. Par exemple, le gypse. Le gypse qui valorise un peu minerai de gypse et projet de valorisation des gypse pour l'agriculture. Ça, c'est un projet on a l'étude de faisabilité et tout ce qui va avec. À Tinref, avec un montant de 75 millions de dirhams pour le montant d'investissement, 40 à 50 millions de dirhams pour le chiffre d'affaires, 80 emplois, 50% de ratio de rentabilité. Donc j'ai 41 projets dans les 9 secteurs. Directement ce qui compte encore. Donc voilà aussi dans le domaine de tourisme, dans le secteur du tourisme, pardon, dans l'artisanat, dans les industries culturelles et créatives, il y a le cinéma, aussi dans l'INTIC et l'offshore, c'est un peu les secteurs de demain. On a prévu 3 projets dans ce domaine. Il y a les services aussi. Donc j'arrive aux matrices de l'attractivité et des faits de compétitivité. Donc, انتم عارفين كامل بني على لي سيكل دو ترانسفورماسيون ساكسيلير سي كو دابا حاليا ما كاينش شي موديل اللي غتحط عليه ان بو اللي غنقولوا ça va servir de l'exemple et de l'expérience
à suivre en quelque sorte. C'est au territoire de trouver dans leur potentiel endogène en quelque sorte à des éléments de développement intégré, endogène et soutenable. Parce que dans l'environnement externe, tout flotte et l'incertitude en quelque sorte règne. C'est que ce qui va encore accentuer la situation, c'est que les pivots stratégiques se produisent rapidement. ما بقاش داك التخطيط اللي غتقول من هنا 5 سنين ولا 10 سنين ولا 20 عام عارف شنو غادي ندير. Par contre, tout flotte actuellement et cette incertitude qui va te permettre en quelque sorte de trouver en ton sein les éléments de force. Et ce qui va le faire, c'est la collaboration en quelque sorte entre les différents acteurs de l'écosystème territorial. Combien? 4 minutes. Ok, d'accord. Donc pour un peu les éléments de l'attractivité et qui renforcent la compétitivité du territoire, c'est savoir se démarquer en forgeant une identité, mais il y a toute une gymnastique dans cette identité, c'est-à-dire le génie de la gestion de paradoxes. Est-ce que c'est une identité unique ou bien plurielle, ou bien unique et son sein il est pluriel. شكون اللي قد يقول لي دابا تنغير شنو هي l'identité économique de تنغير؟ c'est-à-dire واحد لو سيكتور ولا واحد العدد ديال لي سيكتور actuel ou de demain sur un peu lequel ou lesquels le Tienrer peut construire son développement économique. Donc c'est une question d'ordre un peu profonde qui va définir l'identité, peut-être une identité, mais derrière, unique, mais derrière, il y a plusieurs aspects et plusieurs marqueurs et plusieurs paramètres. Deuxième élément, c'est la fédération de moyens, la convergence des interventions, la complémentarité des apports en créant des dispositifs et espaces collaboratifs où émerge l'innovation et la créativité. L'intelligence déjà, c'est Hassan de l'intelligence collective, et ce qui a façonné les oasis. Et ce qui a façonné les territoires résilients à l'échelle mondiale, c'est cette intelligence collective, parce que devant cette intelligence collective, il n'y a pas de l'impossible. Parce que les énergies se croisent, les efforts se multiplient pour un peu faire du commun pour tout le monde. Pour le troisième élément de tout ça, c'est asseoir les bases de la culture d'une veille économique, stratégique et intelligence territoriale permettant de détecter autant important les signaux de changement et d'opportunité. Ça, c'est très important. Parce qu'il a en quelque sorte donc il faut avoir un peu maîtrisé les marqueurs pour détecter, permettant de détecter les signes de changement et en même temps de profiter des opportunités qui se présentent, mais tout en renforçant les synergies internes. Quoi qu'il soit, l'ordonnance avec le médecin, n'est que palliatif. Qui soigne l'immunité interne, tout est endogène. Le médicament n'est qu'impulsion, n'est qu'un catalyseur, mais qui soignera l'immunité interne des territoires, c'est-à-dire les aspects endogènes, collaboratifs, etc. Troisième élément, c'est l'adoption de la communication 360 pour promouvoir les atouts de la province et renforcer l'attractivité du territoire aux investisseurs, aux touristes et aux talents. Quatrième élément, c'est l'échange systématique et structuré des informations fiables et de la data au service du développement des territoires en dépassant le travail en silo des départements et des entités. Ça, c'est très important parce que l'information est au cœur du développement. Il faut en quelque sorte construire la culture d'échanger de l'information entre les différents intervenants, entre les différents acteurs pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde et renforcer la vision commune. L'autre élément, c'est l'intégration de la recherche et développement, innovation dans les structures de l'économie et renforcer les passerelles de collaboration technique, scientifique et financière entre le monde de l'entreprise et celui de la recherche. Ça, c'est très important parce que l'entreprise est propulseuse en quelque sorte de cette recherche et innovation. Et ce qui se fasse dans des territoires qui peuvent avancer sur l'innovation et sur la mise en place des projets, disons, structurants, novateurs, etc. Pour arriver au dernier élément, c'est développer le modèle de cluster, pôle d'excellence, système de production localisé, etc. Ça, c'est
un peu des concepts, des dispositifs sur le plan économique qui ont fait leur preuve en termes de travailler sur des clustres de mines, par exemple. On a des minerais, il faut mettre en place un écosystème minier autour d'un cluster, là où il y a de la recherche et développement, l'innovation, là où il y a de la valorisation, là où il y a des startups, là où il y a du tout, pour qu'on puisse construire l'excellence et la réussite en termes de compétitivité, etc. Alors, par exemple, une filière d'excellence, il faut travailler sur un pôle d'excellence en économie sociale et solidaire, par exemple, où là, on croise toutes les dimensions et les aspects recherche et développement, innovation, coopérative, les aspects sociaux, les aspects de l'environnement, les aspects de la jeunesse, les aspects des startups, les aspects de commercialisation, de marketing, etc. Donc, il faut travailler sur ces concepts-là qui nous fédèrent en quelque sorte et qui renforcent notre énergie commune dans ce sens. Ok, je vais conclure. J'arrive au 5F de l'attractivité. يقدر يكون عندك اللي عندك راه خصك واحد العدد ديال لي فاكتور. Les 5F, les fameux 5F. Le premier facteur, c'est le foncier. كيجيك دابا l'investisseur, on a affaire à des investisseurs كيقول لك voilà mon projet. عندي شقره عندي فلوسي عندي ميزيدي اكسيتيرا باغي ندير الانفستيسمون il faut de foncier اش كتقولوا لي في العقار الموجه للاستثمار دونك il faut واحد لوفر فونسيير اتراكتيف اي كومبيتيتيف بالنسبه لان كيمشي كيقول لك راه غادي نمشي لكازا حدا راه التران راه لايغوبور اكسيتيرا لا مير لو بور اي اوتر donc avec un prix qui est symbolique, etc. Sur le plan financier, ça c'est le premier F. Le deuxième F, c'est le financement. Le financement aussi, ça compte aussi comme un facteur qui attire. Il y a le troisième élément, c'est la facilitation administrative. Attention, tu peux avoir tout, mais dans l'administration, s'il y a de lourdeur, s'il y a de bureaucratie en quelque sorte, ça fait fâcher un peu l'investisseur. Il y a aussi la formation. Les ressources humaines, ça c'est un facteur très intéressant et très propulseur, très attractif aussi. Il faut de la ressource humaine en termes d'ingénierie, en termes de technicité qui peuvent en quelque sorte accompagner l'investissement. Il y a la fiscalité aussi. La fiscalité est un facteur. Mais avec les 5F, il y a tout un nuage électronique autour. C'est les valeurs et les mœurs. Il faut être un territoire accueillant. الله يعمرها دار effectivement il faut être un territoire الله يعمرها دار راه الله يعمرها دار peut être un indicateur très intéressant etc. Il faut la sécurité et la sérénité, l'investisseur, le talent, le touriste, le passager qui est serein dans un territoire déjà c'est l'élément un peu راه هذاك راه يقدر يغضق شي شويه العروق يجلس معك. Il faut aussi la solidarité et la citoyenneté. قال شي يمكن السي عزيزي il y a des décharges sauvages qui se propagent partout. Ça c'est un signe un peu qui est négatif parce que il faut de la citoyenneté. Il faut des territoires, il faut des terroirs, il faut des espaces qui sont clean, qui sont propres. Et ça ne peut que refléter un peu les valeurs, la conscience des citoyens, etc. Et c'est très intéressant parce que le touriste, le passager, l'investisseur qui est avisé, il fait attention à tous ces gestes-là. S'il y a un peu les décharges sauvages et incontrôlées à tout point, attention, c'est pas attractif. Il y a aussi le cadre et la qualité de vie, c'est très important ici, et ça fait un élément très fondamental de son sens. Salam alaikum. Yassine, un excellent travail, un exposé costaud, plein de concepts. Effectivement, 20 minutes, merci beaucoup. Très bien, on passe au suivant, c'est Hamdan Mdani. C'est Hamdan Mdan. Pour le thème gestion des ressources naturelles et le développement agricole dans la province de Tinghir. C'est Hamdan Mdan. كاش اللي ما كيعرفش وردات بلا ما تشوف. C'est parmi les anciens ingénieurs, agronomes, spécialité pastoralisme. Parmi les anciens, il a occupé plusieurs postes. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui pour un projet très intéressant, la biodiversité. C'est Hamdan Mdan,
لو طون كي لا باسي هو زاد زعما تجعلو غني عن التقديم بصدق. غادي يبقى ياك. C'est un ingénieur agronome, spécialité pastoralisme. Moi, je l'ai connu dans le cadre d'un projet que nous avons géré ensemble, un projet sur la transhumance et la biodiversité. À ce que je sache, il a vraiment accompli plusieurs missions. Il a été associé pratiquement à la quasi-totalité des projets de l'ONVA. Et on peut dire qu'il est la mémoire de l'agriculture au niveau de la province. Merci, سي حميد. في الواقع كنستغل الفرصه باش نشكر يعني المنظمين ديال هاد الندوه المهمه جدا. وهاد التنظيم المحكم يعني كيبين لنا الاهتمام اللي كيوليوه لا الباحثين ولا الفاعلين المحليين لهاد يعني القطاع ديال الواحات يعني والمضايق يعني في هذه المنطقه هذه. Bon, en fait, ma présentation, en attendant que Simidan règle un problème technique, elle va compléter les présentations des autres intervenants, notamment celle de Lonzoua et la présentation du CRI, d'Yelsi Hassan Arbash, et les autres présentations, du moment qu'elle aborde une thématique complémentaire et horizontale parce que Tireret c'est une zone rurale et du coup ces aspects liés au développement agricole et à la gestion des ressources naturelles, c'est un aspect très important pour ces zones. Bon, mon intervention sera axée autour de quatre aspects. D'abord, je vais faire une introduction à propos de l'ONVAO, ses missions et les interventions en matière de développement agricole, les mécanismes d'intervention. Puis une présentation des spécificités de la province de Tinrir. C'est une présentation qui va compléter celle de Sir Azizi. Après, un résumé des interventions en matière de développement agricole dans la province de Tinrir. Puis quelques petites recommandations pour le futur. En guise d'introduction, pour les gens qui ne connaissent pas l'ONVA, peut-être vous en avez entendu parler, c'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et qui a été créé depuis 1975, mais qui a un certain nombre de missions, notamment la promotion du développement agricole, les aménagements hydro-agricoles et la gestion des ressources en eau, mais principalement l'accompagnement, formation et encadrement des agriculteurs, mais aussi l'assistance aux investisseurs, aux organisations professionnelles agricoles. Et finalement, l'un des aspects et missions de l'ONVA, c'est aussi la préservation de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. En fait, les interventions de l'ONVA se font à travers un certain nombre de mécanismes d'intervention. Notamment, il y a des programmes. Il y a des programmes continus en tenant compte des stratégies du ministère depuis très longtemps. Notamment, actuellement, on est en phase de mise en œuvre de la stratégie Génération Green. Avant, il y avait le plan Maroc Vert. Et avant, il y avait la stratégie de développement agricole. Et donc, nous, en tant qu'établissement public, on a mis en œuvre les stratégies de l'État dans ce sens. Il y a aussi les programmes de développement structurants, notamment la grande hydraulique. Les ONVA sont installés au niveau des périmètres de grande hydraulique. Donc, c'est l'une des missions principales de l'ONVA, c'est la gestion de la grande hydraulique qui est instaurée au niveau de la vallée du Dra, mais aussi de la petite sédimentaire hydraulique. Et puis, il y a aussi les programmes parcours, les programmes de restructuration et développement des palmeraies, les projets de développement financiers en appui au ministère de l'Agriculture. Je vais en parler par la suite. Et il y a en parallèle à ces interventions de l'ONVA, d'autres interventions, notamment de l'Onzoua et d'autres secteurs qui interviennent en milieu rural et qui complètent justement les interventions de l'ONVA. Rapidement, je vais essayer de faire une présentation, mais cette fois-ci cartographique, pour donner une idée sur la province de Tinrir. Sur le plan climatique, la province de Tinrir est très diversifiée. On va de la haute montagne où c'est presque l'humide et le pérhumide jusqu'en zone pré-saharienne et du coup, donc ça donne un petit peu une idée sur la diversité des écosystèmes mais aussi la diversité des systèmes de production. Quand on parle de zones agricoles, au niveau de la province de Tinrir, c'est uniquement à peu près 11 500, 12 000 hectares. Bon, les oasis, c'est 24 000 ou 30 000. Et du coup, quand on parle de zones agricoles, il s'agit d'intensifier dans les zones où le potentiel en sol est limité. Et du coup, comme vous voyez dans la carte, là où on trouve de l'agriculture, c'est uniquement au niveau des vallées. La vallée de Mgoundes, la vallée du Tsoudra, la zone de Annif, Msisi Hassiya, où l'agriculture est le long des vallées. Et donc,